Un chant de Noël de Charles Dickens. Un divertissement séquentiel pour le radiogramme sans fil. Préface de l'auteur. J'ai entrepris ce petit livre spectral pour soulever le fantôme d'une idée qui ne devrait fâcher mes lecteurs ni avec eux-mêmes, ni les uns avec les autres, ni avec la saison ou avec moi. Qu'ils hantent plaisamment leur maison et que personne ne souhaite le reposer. Leur fidèle ami et serviteur, Charles Dickens, décembre 1843. Premier épisode, Le fantôme de Marley, première partie. Il faut dire avant tout que Marley était mort. Là-dessus, pas de doute possible. Le registre mortuaire avait été signé par le pasteur, le clerc, l'entrepreneur des pompes funèbres et le principal deuilleur. Scrooge l'avait signé, et le nom de Scrooge était une garantie en bourse, quel que fût le papier qui lui plaisait d'endosser. Le vieux Marley était aussi mort qu'un clou de porte. Attention, je ne veux pas insinuer par là que je sache, d'après ma propre expérience, ce qu'il y a de particulièrement mort dans un clou de porte. J'aurais été tenté, quant à moi, de considérer un clou de cercueil comme le morceau de ferraille le plus mort qui soit sur le marché. Mais la sagesse de nos ancêtres réside dans cette image et mes mains profanes n'iront pas l'y troubler. Où s'en est fait de ce pays? Permettez-moi donc de répéter avec emphase que Marley était aussi mort qu'un clou de porte. Scrooge le savait-il, bien sûr. Comment aurait-il pu en être autrement? Scrooge et lui étaient associés depuis je ne sais combien d'années. Scrooge fut son seul exécuteur testamentaire, son seul curateur, son seul mandataire, son seul légataire universel, son seul ami, le seul qui eût pris son deuil. Et Scrooge lui-même, à vrai dire, ne fut pas si terriblement ému par ce triste événement qu'il ne se montra excellent homme d'affaires le jour même des funérailles, dont il marqua la date par un marché des plus avantageux. Cette allusion aux funérailles de Marley me ramène à mon point de départ. Il ne fait aucun doute que Marley était mort. Il faut bien le comprendre, sinon l'histoire que je vais conter ne contiendrait pas le moindre mystère. Si nous n'étions pas absolument convaincus que le père de Hamlet est mort avant le commencement de la pièce, il n'y aurait plus rien de plus remarquable à le voir faire un petit tour le soir en plein vent d'est sur les remparts de son propre château qu'il n'y en aurait à voir tout autre monsieur d'âge mûr se promener la nuit au milieu des courants d'air de, mettons, du cimetière de Saint-Paul à seule fin d'impressionner l'esprit débile de son fils. Scrooge n'effaça jamais sur l'enseigne le nom du vieux Marley. Il était encore là, bien des années après, au-dessus de la porte du magasin. Scrooge et Marley. La raison sociale était connue pour celle de Scrooge et Marley. Parfois, des nouveaux venus dans les affaires appelaient Scrooge Scrooge et parfois Marley, mais il répondait aux deux noms. Pour lui, c'était un tout. Oh, c'est qu'il maniait la meule d'un poing ferme, Scrooge. Le vieux Pandare savait mieux que personne pressurer, tordre, arracher, serrer, gratter et tondre. Dur et tranchant comme le silex, un silex dont jamais acier ne fit jaillir une étincelle généreuse, secret, renfermé et aussi solitaire qu'une huître. Le froid qui l'habitait glaçait les traits de son vieux visage, pinçait son nez pointu, fripait sa joue, rendait sa démarche raide, ses yeux rouges, ses lèvres minces bleues et donnait de l'âpreté à sa voix grinçante. Un givre blanc couvrait sa tête, ses sourcils, son menton maigre. Il transportait toujours et partout avec lui sa propre température à frimas. Il glaçait son bureau pendant la canicule et ne la dégelait pas d'1 degré à Noël. La chaleur et le froid extérieur avaient peu d'effet sur Scrooge. L'été le plus brûlant ne le réchauffait pas. L'hiver le plus rigoureux n'aurait pu le faire grelotter. L'Aquilon n'était pas plus âpre, ni la neige plus opiniâtre, ni la pluie torrentielle moins accessible à la prière. Le mauvais temps ne pouvait parvenir à lui damer le pion. Les plus fortes averses, la neige, la grêle et le grésil n'avaient l'avantage sur lui que d'une manière. Il tombait sans lésiner. Scrooge lésinait partout et toujours.
Personne ne l'arrêtait jamais dans la rue pour lui dire d'un air joyeux « Mon cher Scrooge, comment allez-vous? Quand viendrez-vous me voir ?» Aucun mendiant n'implorait de lui une aumône, aucun enfant ne lui demandait l'heure. Jamais, de toute sa vie, homme ou femme ne pria Scrooge de lui indiquer le chemin de tel ou tel endroit. Les chiens d'aveugle eux-mêmes semblaient le connaître et, lorsqu'ils le voyaient s'approcher, tiraient leur propriétaire sous les portes cochères et jusqu'au fond des cours. Après quoi, ils remuaient la queue comme pour dire « Mieux vaut pas d'œil du tout que le mauvais œil, ténébreux maître. » Mais qu'importait à Scrooge? C'était précisément cela qui lui plaisait. Se faufiler le long des chemins de la vie qu'encombrent ses semblables en faisant savoir à toute sympathie humaine de se tenir à distance, c'était, pour Scrooge, ce que les connaisseurs appellent du nanane. Un jour, et parmi tous les bons jours de l'année, la veille de Noël, le vieux Scrooge était en train de travailler assis à son bureau. Il faisait un froid noir, glacial, pénétrant, avec du brouillard par-dessus le marché, et il entendait dans la ruelle le souffle bruyant des gens qui passaient dans un sens et dans l'autre en se frappant la poitrine pour se réchauffer les mains et en battant la semelle pour se réchauffer les pieds. 3 heures venaient de sonner aux horloges de la cité, mais il faisait déjà complètement nuit. Il n'avait pas fait jour de toute la journée, et les bougies qui flambaient aux fenêtres des bureaux voisins souillaient d'éclaboussures rougeâtres l'air palpable et brun. Le brouillard pénétrait à flot par toutes les fentes et par tous les trous de serrure, et il était si épais au dehors que, bien que la cour fût des plus exiguës, les maisons d'en face avaient pris l'aspect de purs fantômes. À voir s'abattre ce nuage humide et sale qui obscurcissait tout, on eût pu croire que la nature avait installé près de là quelques vastes brasseries et y brassait sur une grande échelle. La porte du bureau de Scrooge demeurait entr'ouverte afin qu'il pût avoir l'œil sur son commis qui, assis à côté dans une lugubre petite cellule, une espèce de citerne, était occupé à copier des lettres. Scrooge avait un très maigre feu, mais celui du commis l'était encore bien plus, au point qu'il semblait contenir un seul morceau de charbon. Mais il ne pouvait pas le regarnir, car Scrooge gardait le seau à charbon dans son propre bureau et, toutes les fois que le commis entrait avec la pelle, son patron lui annonçait qu'il se verrait forcé de se séparer de lui. Là-dessus, le commis mettait son cache-nez blanc et essayait de se réchauffer à la chandelle, mais, comme il n'était pas doué d'une imagination très vive, ses efforts échouaient. « Joyeux Noël, mon oncle! Que Dieu vous garde !» cria une voix enjouée. C'était le neveu de Scrooge, qui était entré si vivement que sa voix fut le premier signe qu'il donna de sa présence. « Bah !» dit Scrooge, « sornette !» Il s'était si bien réchauffé à marcher d'un pas rapide dans le brouillard et le froid, ce neveu de Scrooge, qu'il était tout en feu. Son visage était rouge et beau, il avait les yeux brillants et son haleine fumait encore. « Noël, des sornettes, mon oncle !» dit le neveu de Scrooge. « Vous ne parlez pas sérieusement, j'en suis sûr. »« Si fait, » dit Scrooge. « Joyeux Noël !» « Quel droit avez-vous d'être joyeux? Quelle raison avez-vous d'être joyeux? N'êtes-vous pas pauvre? » « Allons, » répliqua gaiement le neveu. « Quel droit avez-vous d'être maussade? Quelle raison avez-vous d'être si sombre? N'êtes-vous pas riche? » Scrooge, qui ne trouva rien à répondre du tac au tac, se contenta de redire « Bah !» et de répéter ensuite « Sornette !»« Ne soyez pas grognon, mon oncle, » dit le neveu. « Comment ne pas l'être ?» rétorqua l'oncle, « lorsqu'on vit dans un monde d'insensés. Joyeux Noël! Au diable, votre joyeux Noël! Qu'est-ce que pour vous que Noël en vérité? Le moment où vous devez payer vos billets échus sans en avoir l'argent? Le moment où vous vous trouvez plus vieux d'une année et pas plus riche d'une heure? Le moment où vous faites la balance de vos livres pour découvrir qu'au long des 12 mois, chacun de leurs articles s'inscrit à votre passif? Si je pouvais agir à ma guise, poursuivit Scrooge avec indignation, chaque imbécile qui parcourt la ville en criant « Joyeux Noël !» serait mis à bouillir avec son pudding et enterré avec une branche de houx plantée dans le cœur. Et voilà! Mon oncle, protesta le neveu. Mon neveu, répondit l'oncle d'un ton sévère. Célébrez Noël comme il vous plaira, et laissez-moi le célébrer à ma manière. Le célébrer, dit le neveu. Mais vous ne le célébrez pas. Alors laissez-moi ne pas le célébrer. Grand bien vous fasse pour le bien qu'il vous a fait jusqu'à présent. Il y a beaucoup de choses, je le reconnais, dont je n'ai pas tiré tout le bien que j'aurais pu, répondit le neveu. Et Noël en est une. Mais du moins,
Ai-je toujours considéré cette fête, mis à part le respect dû au caractère sacré de son nom et de son origine, si l'on peut séparer ce respect de tout ce qui s'y rapporte, comme un très beau jour, et la saison de Noël comme une ère de bonté, de pardon, de charité, de joie, le seul moment que je sache, dans le long calendrier de l'année, où hommes et femmes semblent d'un commun accord ouvrir librement leur cœur longtemps fermé et traiter les gens qui leur sont inférieurs non en créatures d'une race différentes marchant vers une autre destinée, mais comme leurs vrais compagnons de voyage sur le chemin du tombeau. Et c'est pourquoi, mon oncle, quoiqu'il n'ait jamais mis une once d'or ou d'argent dans mes poches, je crois que Noël m'a fait du bien et qu'il m'en fera encore. Aussi dis-je, merci Seigneur. Le commis, du fond de sa citerne, applaudit involontairement. S'apercevant aussitôt qu'il venait de commettre une inconvenance, il se mit à tisonner le feu dont il anéantit à jamais l'ultime et frêle étincelle. « Que je vous entende encore faire le moindre bruit, dit Scrooge, et vous fêterez Noël en perdant votre place. Vous êtes un orateur fort éloquent, monsieur, ajouta-t-il en se tournant vers son neveu. Je m'étonne que vous ne soyez pas au Parlement. Ne vous fâchez pas, mon oncle, ah non, venez dîner chez nous demain. Scrooge dit qu'il le verrait aller au diable. Oui, il employa cette expression blasphématoire et déclara qu'il verrait son neveu réduit à cette extrémité avant d'accepter son invitation. « Mais pourquoi » s'écria le neveu de Scrooge. « Pourquoi ?»« Pourquoi vous êtes-vous marié » dit Scrooge. « Parce que j'étais amoureux. »« Parce que vous étiez amoureux » grogna Scrooge, comme si c'était la seule chose au monde encore plus ridicule que de fêter Noël. « Bon après-midi !» « Mais mon oncle, vous ne veniez jamais me voir avant cet événement. Pourquoi me donner cette raison pour refuser de venir maintenant ?»« Bon après-midi » dit Scrooge. « Je n'attends rien de vous. Je ne vous demande rien. Pourquoi ne pouvons-nous pas être amis ?»« Bon après-midi » dit Scrooge. « Je suis peiné jusqu'au fond du cœur de vous voir si obstiné. Nous n'avons jamais eu de querelle, ou j'ai pris part, du moins. Allons, j'ai fait cette tentative en l'honneur de Noël, et je veux conserver jusqu'au bout mon humeur de Noël. Donc, mon oncle, je vous souhaite un joyeux Noël. »« Bon après-midi » dit Scrooge. « Et bonne et heureuse année. »« Bon après-midi » dit Scrooge. Son neveu quitta pourtant la pièce sans un mot de colère. Il s'arrêta au seuil de la porte extérieure pour présenter ses vœux de fin d'année au commis qui, tout transi qu'il fut, les reçut plus chaleureusement que Scrooge et y répondit cordialement. « En voilà un autre, marmonna Scrooge, qui l'entendit de sa place. Mon commis, qui a 15 shillings par semaine avec une femme et des enfants, et qui parle d'un joyeux Noël. Je finirai par me retirer à Bedlam. » Le dément en question, en reconduisant le neveu de Scrooge, avait introduit 2 autres personnes. C'étaient d'imposants messieurs, à l'air avenant, qui se présentèrent dans le bureau de Scrooge, le chapeau à la main. Ils tenaient sous le bras des registres et des papiers. Ils le saluèrent. « Scrooge et Marley, je crois, » dit l'un des messieurs en consultant sa liste. « Est-ce à Monsieur Scrooge ou à Monsieur Marley que j'ai le plaisir de m'adresser ?»« Monsieur Marley est mort depuis 7 ans, » répliqua Scrooge. « Il est mort voici 7 ans tout juste, ce soir même. » Nous ne doutons pas que sa générosité ne soit bien représentée par son associé survivant, dit le monsieur en tendant ses justificatifs. Elle l'était certainement, car les 2 associés avaient possédé des âmes sœurs. En entendant ce mot alarmant de générosité, Scrooge fronça le sourcil et, secouant la tête, rendit les certificats. « En cette époque de l'année dédiée à la joie, Monsieur Scrooge, dit le monsieur en prenant une plume, il est plus souhaitable encore qu'en temps ordinaire de recueillir quelques oboles pour les pauvres et les déshérités qui souffrent cruellement des rigueurs de la saison. Des milliers manquent du strict nécessaire, des centaines de milliers ignorent le plus modeste confort, monsieur. »« N'y a-t-il pas de prison ?» demanda Scrooge. « Un grand nombre de prisons, dit le monsieur, laissant retomber sa plume. »« Et les asiles de pauvres ?» demanda Scrooge. « Sont-ils toujours ouverts ?»« Ils le sont, répliqua le monsieur. J'aimerais pouvoir dire qu'ils ne le sont plus. »« Le moulin de discipline et la loi des pauvres sont donc toujours en vigueur, dit Scrooge. »« En pleine activité, tous les 2, monsieur. »« Oh !» J'avais craint, d'après ce que vous me disiez au début, que quelques circonstances fâcheuses n'eût entravé la bonne marche de ces utiles institutions, dit Scrooge. Je suis enchanté d'apprendre qu'il n'en est rien.
Ayant toutefois l'impression que la multitude n'y saurait puiser le contentement chrétien de l'âme ou du corps, répondit le monsieur, quelques-uns d'entre nous s'efforcent de réunir des fonds destinés à donner aux pauvres nourriture et boissons, ainsi que les moyens de se chauffer. Nous avons choisi cette saison parce que plus que toute autre, c'est celle où la pénurie se fait cruellement sentir et où l'opulence triomphe. Pour quelle somme dois-je vous inscrire? Pour rien, répliqua Scrooge. Vous désirez rester anonyme? Je désire qu'on me laisse en paix, dit Scrooge. Puisque vous me demandez ce que je désire, messieurs, telle est ma réponse. Je ne me goberge pas à Noël et je n'ai point les moyens de permettre aux oisifs de se goberger. J'aide à l'entretien des établissements dont je vous ai parlé. Ils coûtent très cher et ceux dans le besoin n'ont qu'à y aller. Beaucoup ne le peuvent pas et beaucoup préféreraient mourir. S'ils préfèrent mourir, dit Scrooge, qu'ils le fassent. Cela diminuera l'excédent de population. De plus, excusez-moi, j'ignore tout cela. Mais vous pourriez ne pas l'ignorer, fit remarquer le monsieur. Ce ne sont pas mes affaires, répliqua Scrooge. Un homme a assez bien de ses propres affaires sans se mêler de celles des autres. Les miennes occupent tous mes instants. Bon après-midi, messieurs. Voyant clairement qu'il serait vain d'insister, les visiteurs se retirèrent. Scrooge se remit à ses travaux, fort satisfait de lui-même et d'une humeur plus enjouée que de coutume. Pendant ce temps, le brouillard et la nuit avaient tellement épaissi que l'on voyait courir en tous sens des porteurs de torches qui offraient leur service pour guider les voitures en marchant devant les chevaux. L'antique tour de l'église, du haut de laquelle une vieille cloche bougonne passait son temps à épier sournoisement Scrooge par une fenêtre gothique percée dans le mur, devint invisible et sonna les heures et les quarts dans les nuages, en les faisant suivre de tremblantes vibrations, comme si ses dents claquaient là-haut dans sa tête gelée. Le froid se faisait intense. Dans la grande rue au coin de la cour, des ouvriers occupés à réparer les conduites de gaz avaient allumé un grand feu dans un brasero autour duquel se pressait un groupe d'hommes et de gamins en haillons qui se chauffaient les mains et clignaient les yeux devant la flamme d'un air ravi. La pompe à eau, abandonnée à sa solitude, se figea par mauvaise humeur et transforma son trop-plein en glaçon misanthropique. L'éclairage brillant des vitrines de magasins, où les rameaux et les baies de houx craquaient à la chaleur des lampes, colorait le visage pâle des passants d'un reflet rougeâtre. Les commerces d'épicerie et de volailles étaient devenus un splendide divertissement, un spectacle fastueux avec lequel il était à peu près impossible de croire que des principes aussi ennuyeux que l'achat et la vente eussent le moindre rapport. Le Lord Mayor, dans sa forteresse de l'imposante Mansion House, donnait des ordres à ses 50 cuisiniers et sommeliers afin que Noël fût célébré comme il se doit dans la maison d'un Lord Mayor. Et même le petit tailleur, qu'il avait condamné le lundi précédent à 5 shillings d'amende pour s'être montré dans les rues ivre et altéré de sang, mélangeait dans sa mansarde les ingrédients du pudding, tandis que sa maigre épouse, son bébé dans les bras, sortait pour acheter le bœuf. Le brouillard et le froid continuaient de croître. Un froid vif, pénétrant, cuisant. Si le bon saint Dunstan avait pincé le nez du malin avec un peu de ce temps-là au lieu d'employer ses outils familiers, c'est alors que le diable aurait eu des raisons de rugir de douleur. Le propriétaire d'un jeune et maigre nez, grignoté et mâchonné par le froid comme les os sont rongés par les chiens, se baissa devant le trou de la serrure de Scrooge pour le régaler d'un chant de Noël, mais aux premiers accents de « God bless you, merry gentlemen, let nothing you dismay », Scrooge s'empara de la règle avec un geste d'une telle énergie que le chanteur s'enfuit épouvanté, abandonnant le trou de la serrure au brouillard et au gel, mieux approprié encore. Enfin, l'heure de fermer le comptoir arriva. À contre-cœur, Scrooge descendit de son tabouret, donnant ainsi le signal du départ au commis qui l'attendait impatiemment dans sa citerne et qui mit son chapeau tout en éteignant la bougie. « Vous voulez disposer de toute la journée de demain, je suppose, » dit Scrooge. « Si cela ne vous dérange pas, monsieur. »« Cela me dérange, » dit Scrooge, « et ce n'est pas équitable. Si je vous retenais une demi-couronne pour cette journée, vous vous croiriez lésé, si je ne m'abuse. » Le commis eut un pâle sourire. « Et pourtant, » dit Scrooge, « vous ne pensez pas que moi je sois lésé si je vous paie une journée à ne rien faire. » Le commis lui fit observer que cela n'arrivait qu'une fois par an.
Bonne excuse pour détrousser un homme tous les 25 décembre, dit Scrooge en boutonnant sa pelisse jusqu'au menton. Mais je suppose que vous devez avoir la journée entière. Arrivez d'autant plus tôt le lendemain matin. Le commis promit qu'il tâcherait, et Scrooge sortit en maugréant. Le bureau se trouva fermé en un clin d'œil, et le commis, avec les 2 bouts de son cache-nez blanc qui lui pendaient plus bas que la taille, car il ne possédait pas de pelisse, s'élança sur la pente de Cornhill derrière une file de gamins et fit avec eux une vingtaine de glissades dans l'honneur de la veille de Noël. Il regagna ensuite, à bride abattue, son domicile de Camden Town pour y jouer à Colin Maillard. Scrooge absorba son dîner mélancolique dans son habituelle taverne mélancolique. Et après avoir lu tous les journaux et charmé le reste de sa soirée par l'étude de ses livres de caisse, il rentra se coucher. Il habitait l'appartement où avait vécu Feu son associé. C'était une enfilade de pièces lugubres situées dans un bâtiment sombre, au fond d'une impasse où il avait si peu de raison d'être qu'on ne pouvait s'empêcher d'imaginer qu'il s'y était égaré dans sa jeunesse en jouant à cache-cache avec d'autres petites maisons et qu'il n'avait pas retrouvé la sortie. À l'époque dont nous parlons, il était vieux et très, très triste, car personne n'y habitait, hormis Scrooge, tous les autres appartements étant occupés par des bureaux. La cour était si sombre que Scrooge lui-même, qui en connaissait le moindre pavé, fut obligé de tâtonner pour se diriger. Le brouillard et la glace s'étaient accrochés de telle sorte au vieux porche noir de la maison qu'on y croyait voir le génie de l'hiver assis sur le seuil, plongé dans une morne méditation. Or, il est certain que le marteau de la porte n'avait absolument rien de spécial, sauf qu'il était très gros. Il est certain aussi que Scrooge l'avait vu matin et soir, tous les jours depuis qu'il habitait cette maison. Il est non moins certain que Scrooge possédait aussi peu de ce qu'il est convenu d'appeler imagination que tout autre habitant de la cité de Londres, y compris même, et ce n'est pas peu dire, la municipalité tout entière, notable et membre des guildes. Qu'on ait en outre bien à l'esprit le fait que Scrooge n'avait pas accordé une seule pensée à Marley depuis l'allusion faite cet après-midi-là à son ancien associé mort depuis 7 ans. Qu'on m'explique alors, si l'on peut, comment il advint que Scrooge, ayant introduit sa clé dans la serrure, vit dans le marteau de la porte, sans qu'une métamorphose graduelle l'y eût préparé, non plus un marteau, mais le visage de Marley. Le visage de Marley. Il ne baignait pas, ainsi que tous les autres objets de la cour, dans une ombre impénétrable, mais était entouré d'une phosphorescence sinistre, comme un homard avarié dans une cave obscure. Il n'était ni furieux ni féroce. Il regardait Scrooge avec l'expression habituelle de Marley et portait des spectres de lunettes relevées sur son front de spectre. Ses cheveux étaient bizarrement agités, comme par le souffle d'une haleine ou par des vibrations d'air chaué. Bien que ses yeux fussent grands ouverts, ils étaient absolument immobiles. Ce détail et sa couleur livide en faisaient un objet d'horreur, mais cette horreur semblait extérieure au visage et hors de son contrôle plutôt qu'elle n'appartenait à son expression elle-même. Pendant que Scrooge considérait fixement ce phénomène, le marteau redevint un marteau. Dire qu'il ne tressaillit pas ou qu'il ne sentit pas courir dans ses veines une certaine sensation d'effroi qu'il n'avait pas éprouvée depuis sa petite enfance serait mentir. Mais il remit la main sur la clé qu'il avait lâchée, la fit tourner avec énergie, entra et alluma sa bougie. Il eut bel et bien un moment d'hésitation avant de refermer la porte et regarda bel et bien avec précaution par derrière, comme s'il s'attendait, ou presque, au spectacle terrifiant de la perruque de Marley pointant sa queue de rat vers le vestibule. Mais derrière la porte, il n'y avait rien que les vis et les écrous qui maintenaient le marteau. Ainsi Scrooge dit « Peh, peh !» en claquant la porte pour la fermer. Le bruit résonna dans toute la maison comme un coup de tonnerre. Chacune des chambres aux étages, chacune des barriques dans les caves du négociant en vin sembla y répondre par sa propre gamme d'échos. Scrooge n'était pas homme à se laisser effrayer par des échos. Il verrouilla la porte, traversa le vestibule et monta l'escalier. Le monta lentement, qui plus est, en mouchant sa chandelle chemin faisant. Il arrive que, parlant en l'air, on dise qu'on pourrait faire passer un carrosse à 6 chevaux par un de ces bons vieux escaliers d'autrefois, ou par les trous d'un mauvais acte du Parlement frais et clos. Mais moi,
J'affirme qu'il eût été possible de faire monter un corbillard par cet escalier et même de le mettre en travers, avec le timon tourné vers le mur et la portière vers la rampe sans la moindre difficulté. Il avait bien assez de largeur pour cela et plus encore. C'est sans doute pour cette raison que Scrooge crut voir monter devant lui dans la pénombre un corbillard locomobile. Une demi-douzaine des becs de gaz de la rue n'auraient pas suffi à éclairer le vestibule. Vous pouvez donc imaginer qu'il y faisait sombre autour de la chandelle à mèche de Scrooge. Il poursuivit son ascension en se moquant de cela comme d'une guigne. L'obscurité ne coûte pas cher, et c'est pourquoi Scrooge l'aimait. Pourtant, avant de fermer sa lourde porte, il parcourut les pièces de son logement pour s'assurer que tout y était en bon ordre. Il se rappelait juste assez le visage pour éprouver le besoin de faire cela. Salon, chambre à coucher, débarras, tous comme ils devaient être. Personne sous la table, personne sous le canapé. Un maigre feu derrière la grille de la cheminée. Le bol et la cuillère préparés, la petite casserole de gruau. Scrooge avait un rhume de cerveau, au chaud sur la grille. Personne sous le lit, personne dans le placard, personne dans sa robe de chambre qui pendait le long du mur dans une attitude suspecte. Le débarras comme d'habitude. Un vieux pare-feu, de vieilles chaussures, 2 bourriches à poisson, une table de toilette sur 3 pieds et un tisonnier. Tout à fait rassuré, il tira la porte et s'enferma à clé. Il s'enferma à double tour, ce qui n'était pas son habitude. Ainsi, à l'abri de toute surprise, il ôta sa cravate et revêtit sa robe de chambre, ses pantoufles et son bonnet de nuit. Puis, il s'assit devant le feu pour boire son gruau. C'était Un chant de Noël de Charles Dickens, avec les voix de Céline Flao, Sylvain Fortier, Caroline Hébert et Jean-Luc Bonspiel. Direction technique, Marc-André Morin. Direction artistique, Caroline Hébert, Marc-André Morin et Jean-Luc Bonspiel.